Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de l'étendue du secret professionnel de l'avocat. Ce sera dans quelques instants avec Juliette Schweblin, associée chez Jensen et Schweblin, et également vice-présidente de la commission Règles et usages du CNB. On évoquera ensuite les données qui peuvent être collectées par un recruteur avec Éric Delisle, chef du service des affaires sociales de la CNIL. Et enfin, on parlera des juristes de la French Tech avec Lucille Borgne, Head of Marketing de Tomorrow. Voilà pour les titres. Lex Insight, c'est parti. On commence tout de suite ce Lex Inside. Quelles données peuvent être collectées par un recruteur? On en parle tout de suite avec mon invité, Éric Delisle, chef des affaires sociales à la CNIL. Éric Delisle, bonjour. Bonjour Arnaud. Le processus de recrutement est devenu de plus en plus sophistiqué en s'appuyant largement sur la collecte et l'analyse des données. Quel est le cadre juridique général qui encadre la collecte de données lors d'un recrutement? Alors le cadre juridique, il est double, ce qui n'est jamais forcément une bonne nouvelle, mais il est cohérent. Le Code du travail d'une part, qui encadre les usages au travail des données qui peuvent être collectées, avec une finalité, un objectif de collecte, apprécier la valeur du candidat, et des données, limiter les données qui peuvent être collectées, et également des objectifs de transparence. L'autre cadre juridique, le RGPD, donc la protection des données, qui cette fois va avoir un champ un peu plus large, et qui va traiter l'ensemble des données collectées par le recruteur. Donc il va mettre des principes qui sont, bonne nouvelle, exactement les mêmes que ceux du Code du travail. De transparence, de minimisation, avec une finalité poursuivie qui doit être en lien avec le recrutement. Donc un cadre juridique double, mais simple à comprendre. Donc c'est des contraintes qui sont doubles pour les recruteurs. Alors elles sont doubles, mais finalement, comme elles sont exactement dans le même sens, elles vont exactement dans le même sens, alors il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas une complexité à intégrer ces deux cadres juridiques. Est-ce qu'il y a des données qui sont spécifiquement interdites lors d'un processus de recrutement? Oui, alors le principe déjà, c'est que les données qui peuvent être collectées sont des données qui sont strictement en lien avec l'appréciation du candidat, de ses qualités, pour directement vérifier et pouvoir s'assurer si oui ou non il répond au poste qui lui est proposé. Donc ça, c'est le principe. De là, on en décline évidemment des interdictions, toutes les données qui ne sont pas en lien direct avec ces éléments. Donc, on va prendre des exemples qui sont assez courants. Le numéro de sécurité sociale est souvent demandé parce qu'il est nécessaire lorsque vous êtes embauché, lorsque vous intégrez l'entreprise, mais pas au stade du recrutement. Les coordonnées bancaires. Des exemples également qui, force est de constater qu'ils continuent à être posés, des désirs d'enfants par exemple, ou des entourages familiaux que font vos parents. Tout ça est peut-être très intéressant, mais néanmoins n'a rien à faire dans le cadre d'une appréciation d'un candidat et de ses compétences. Vous avez également un point d'intention majeur à porter sur les données, ce qu'on appelle sensibles, d'un point de vue protection des données. Quelles sont ces données? Alors ces données touchent à tout ce qui touche la santé, les opinions philosophiques, religieuses, politiques, voilà, donc tout ce qui touche un peu à l'intimité du candidat. Et ces données-là ne peuvent pas et ne doivent pas être demandées. L'un des exemples topiques, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est une donnée qui touche à la santé du candidat, qui peut vous être communiquée, vous, recruteur, à la volonté du candidat. S'il ne souhaite pas vous le donner, il n'a pas à vous le communiquer. Et enfin, peut-être un autre exemple qui est un petit peu à cheval sur ces interdictions, ce sont certains postes particuliers, typiquement, je vais vous prendre un exemple de mannequin. Lorsqu'on est mannequin, on peut, dans une certaine mesure, traiter des informations qui, dans un cadre général, ne pourraient pas être traitées, typiquement la taille, le poids, les mensurations, dans une certaine mesure, lorsque c'est justifié par la nature du poste, alors ça peut être. Mais le cas général, c'est que vous ne traitez pas ce type d'informations. Alors un autre sujet, c'est le casier judiciaire. Est-ce qu'un recruteur peut demander un extrait du casier judiciaire? Alors, de plus en plus, on assiste aujourd'hui avec les affaires de maltraitance, potentiellement, soit sur des personnes vulnérables, donc personnes mineures ou personnes âgées. Vous avez une volonté des recruteurs de vérifier les antécédents judiciaires des candidats. Alors, il faut savoir que c'est possible lorsque le droit le prévoit. Ce sont des données qui sont particulièrement protégées d'un point de vue protection des données, dès lors qu'elles touchent, encore une fois, à l'intimité du candidat, qui est son passé judiciaire. Le passé judiciaire est encadré par le RGPD, mais aussi par le Code de procédure pénale, enfin bref, des textes qui limitent
l'usage de ces données. Pour un recruteur, vous avez de plus en plus de cas dans lesquels le législateur demande à ce que le recruteur vérifie les antécédents. Lorsque vous allez travailler par exemple pour la fonction publique, vous avez une vérification des antécédents judiciaires. Lorsque vous allez travailler dans le secteur bancaire, vous avez également des vérifications d'antécédents judiciaires en lien évidemment avec le poste. Bien sûr. Donc d'une manière générale, vous ne pouvez pas le faire si le droit ne le prévoit pas. C'est ce qu'il faut retenir, mais le droit prévoit de plus en plus de cas dans lesquels le casier peut être demandé. Alors, un autre aspect intéressant, c'est que de plus en plus de candidats diffusent des informations sur Internet, sur les plateformes. Est-ce qu'un recruteur peut utiliser ces informations dans le cadre d'un processus de recrutement? Alors, c'est un peu contre nature, mais il faut bien avoir en tête que les données qui sont diffusées sur Internet ne sont pas libres d'accès, libres de réutilisation. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à expliquer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un candidat a publié des informations qui concernent sa vie privée, ses loisirs, ses activités associatives, que le recruteur peut librement aller farfouiller sur Internet et réutiliser ces informations-là. Ces informations sont toujours couvertes par les règles du RGPD dans le cadre du recrutement. Et donc, le principe est encore une fois assez simple, même si mettre en œuvre, on sait très bien que c'est un peu plus compliqué. Bien sûr. Utiliser uniquement les informations qui sont en lien avec l'activité professionnelle du candidat. Typiquement, le réseau professionnel, par exemple LinkedIn pour ne pas le citer, mais vous allez vous abstenir d'aller vérifier d'autres réseaux sociaux, à moins que, et ça c'est important, et c'est de plus en plus dans les pratiques, les candidats eux-mêmes vous fournissent les réseaux sociaux qu'ils souhaitent vous montrer. Typiquement, vous êtes, je ne sais pas moi, maquetteur, vous faites du graphisme, vous avez envie de montrer votre blog personnel au recruteur, vous allez l'indiquer dans le dossier de candidature. D'accord. Si vous avez choisi de le montrer Exactement. au recruteur, à ce moment-là, il peut s'en servir pour Tout à fait. sélectionner le candidat. Et il y a des risques également à ne pas avoir justement cette étape préalable. Il y a des risques d'homonymie. Et donc vous pourriez tout à fait, parce que vous n'avez pas forcément de photos sur le CV, vous pourriez tout à fait partir sur une appréciation qui serait totalement erronée sur un candidat, qui serait, en tout cas qui aurait des activités qui vous déplairaient, dans le cadre de son activité personnelle, et que vous porteriez un jugement sur ce candidat qui serait totalement faux. Alors, on va venir sur un sujet qui est de plus en plus au cœur du monde professionnel, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre du processus de recrutement. Quel est le cadre juridique ? Alors, le cadre juridique, il n'est pas double, il est triple. C'est-à-dire que vous avez toujours ce socle droit du travail RGPD, mais ça, c'est assez classique. Et vous allez avoir une surcouche de droit qui va, encore une fois, je vous rassure, à peu près dans le même sens, qui est le nouveau règlement sur l'intelligence artificielle, qui a été publié donc en mai 2024, adopté en mai 2024, et qui va rentrer en application de manière échelonnée. Et en matière travail, le règlement, donc notamment l'utilisation des algorithmes d'intelligence artificielle dans une finalité de recrutement, sont particulièrement encadrés et sont ce qu'on appelle des intelligences artificielles à haut risque, et qui donc engendrent un certain nombre de garanties supplémentaires à apporter au traitement, notamment des garanties de transparence de l'algorithme et de vérification que la machine puisse avoir une supervision humaine. Et je vous disais que cet encadrement était cohérent avec le RGPD, parce que le RGPD lui-même, qui a été créé dans une optique de vérifier que les traitements mis en œuvre par une machine ne portent pas atteinte aux libertés fondamentales, prévoit typiquement une interdiction de traitement des données qui prennent des décisions entièrement automatisées. Interdiction, il aime bien ça, avec des exceptions, bien sûr, toujours. Bien sûr. Et lorsque ces exceptions sont satisfaites, vous avez également les mêmes garanties qui doivent toujours s'appliquer. Donc lorsqu'une IA traite des informations sur un candidat, vous allez avoir une transparence, vous allez avoir une possibilité de réexamen par un humain de la candidature. Et encore une fois, il faut bien avoir en tête que beaucoup de cas dont on entend parler peut-être outre-Atlantique sur la gestion des émotions, la détection des émotions, tout ça géré par une intelligence artificielle, en France, on aurait du mal à le mettre en œuvre par rapport au cadre réglementaire. Pour terminer rapidement, quelles sont les bonnes pratiques à avoir en tête pour les recruteurs dans la collecte des données ? Alors, si je ne devais en citer qu'une, ce serait la transparence. Et on constate aussi avec les générations, les nouvelles générations en tout cas qui interviennent dans le processus de recrutement en tant que candidats, ils ont un soin tout particulier, ils portent une attention au traitement tout simplement humain que leur apportent les entreprises dans lesquelles ils candidatent, sur la manière dont sont gérées leurs données, et également tout simplement sur la considération qu'ils leur portent. Et il est vrai que ne passer que par une machine dans le cadre d'un recrutement,
ce n'est pas forcément ça qui témoigne d'une plus grande considération à l'égard des candidats. On va conclure là-dessus. Merci Eric Delisle d'être venu sur Merci à notre vous. plateau. Je rappelle que vous êtes chef de service des affaires sociales au sein de la CNIL. Merci. Tout de suite, l'émission continue. On va parler des juristes de la tech. Quelle est l'étendue du secret professionnel de l'avocat? On en parle tout de suite avec mon invité Juliette Schweblin, associée au sein du cabinet Jensen et Schweblin, et également vice-présidente de la commission règles et usages du CNB. Juliette Schweblin, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons nous intéresser au contenu du secret professionnel de l'avocat et on verra également ses limites. Mais tout d'abord, quelle est l'étendue du secret professionnel entre l'avocat et son client? Alors, le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public, il est protégé par la loi, il est général, absolu et illimité dans le temps. Il couvre tout d'abord le nom du client, toutes les données personnelles le concernant, évidemment les consultations établies par le client à l'attention par l'avocat à l'attention de son client, les échanges entre avocats concernant le dossier du client, les factures, notes d'honoraires, éléments relatifs au maniement de fonds CARPA, et ce, quel que soit le support, matériel ou immatériel. S'agissant, l'avocat est soumis au secret professionnel, mais il doit s'assurer également du respect du secret professionnel par les personnes qui travaillent à ses côtés. Les collaborateurs, c'est une évidence puisqu'ils sont avocats, mais également le personnel salarié ou des prestataires extérieurs auxquels il peut avoir recours dans le cadre de l'établissement d'un rapport d'expertise, par exemple. Et il est responsable disciplinairement en cas de difficulté, donc il doit être très vigilant. Le client, en revanche, n'est pas soumis au secret professionnel. Alors, est-ce que la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client couvre également la confidentialité des échanges avec les proches du client? Alors, oui, dans certaines conditions. La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation a évolué progressivement pour des raisons inhérentes à l'exercice des droits de la défense. Ce secret professionnel protège les échanges entre l'avocat et les proches du client, même s'il n'est pas encore client, c'est-à-dire des échanges avec un tiers proche d'un potentiel client qui cherche précisément à identifier un avocat sont couverts par le secret professionnel. Évidemment, la question se pose quand le proche en question est sur écoute, typiquement. Mais également, une fois que le client est effectivement devenu le client de l'avocat, l'avocat doit pouvoir s'appuyer sur les proches lorsque c'est nécessaire pour l'exercice des droits de la défense, la stratégie, réunir des éléments de preuve, etc. Et la jurisprudence de la Cour de cassation a écarté, comme étant constitutive d'une violation du secret professionnel, par exemple, des moyens de preuve obtenus grâce à une géolocalisation qui avait été effectuée sur le véhicule de la compagne d'un client qui avait rendez-vous avec un avocat. Les enquêteurs ayant connaissance de ce rendez-vous, puisque la compagne était sur écoute, en ont profité pour placer un moyen de géolocalisation sur son véhicule. Un tel moyen de preuve a été écarté, déclaré comme nul. D'accord. On va s'intéresser maintenant à un autre aspect en matière pénale. Quelles sont les limites de la communication du dossier pénal par l'avocat à son client? Alors, la communication du dossier pénal est là aussi strictement encadrée par l'article 114 du Code de procédure pénale. Ce que dit le texte, c'est que seuls les rapports d'expertise peuvent être remis en copie au client. Le client a accès au dossier par l'intermédiaire de son avocat, mais qui ne doit pas remettre de copie et encore moins évidemment publier des éléments du dossier, cela va de soi, sous peine d'enfreindre le secret de l'instruction, le secret de l'enquête, qui c'est un petit peu différent du secret professionnel, mais enfin ça se rejoint. Alors, est-ce que on peut avoir des améliorations quant à l'accès au dossier pour le client? Alors, les améliorations, la question se pose essentiellement toujours dans le cadre de l'exercice des droits de la défense du client, puisque c'est vraiment ça la boussole, je dirais, pour l'avocat. D'accord. C'est-à-dire, est-ce que ces pièces sont nécessaires et utiles à la défense du client, notamment au plan civil, par exemple. On peut imaginer qu'il y a une procédure civile en cours dans le cadre de laquelle l'avocat peut avoir besoin de produire des pièces issues d'un dossier pénal. En principe, pendant que l'enquête est en cours, l'instruction est en cours, ce n'est pas possible pour l'avocat d'une partie mise en cause. En revanche, pour l'avocat d'une partie civile, c'est possible. La partie civile n'est pas tenue au respect du secret. En tout état de cause, si l'avocat estime qu'il doit absolument produire des pièces, il doit
idéalement demander l'autorisation au parquet, ce qui est prévu par aucun texte, et soit le parquet dit vu ne s'oppose, ce qui de nature à rassurer l'avocat qui pourra se dire qu'il évitera des poursuites pour violation du secret professionnel, mais on est toujours un petit peu sur le fil, on va dire. Donc, vigilance et prudence pour les avocats. Comment la jurisprudence aujourd'hui traite-t-elle cette question de la confidentialité des échanges entre l'avocat, son client et ses proches? Est-ce qu'elle est plutôt protectrice? Oui, elle l'est tout à fait, puisqu'on voit que il y a quelques, enfin, les arrêts de les arrêts de la Cour de cassation que j'ai évoqués tout à l'heure datent de septembre-décembre 2022 et janvier 2023, donc D'accord. c'est relativement récent, et on voit qu'il y a, et c'est le cas d'ailleurs également un petit peu en matière civile, qu'il y a, je dirais, un assouplissement pour tenir compte du droit d'accès à la preuve, du droit d'accès à la défense, qui est pris en compte par la jurisprudence. Néanmoins, là encore, l'avocat devrait être très vigilant sur, je dirais, le risque de conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'il ne doit en aucun cas, en communiquant à des proches ou à des tiers, prendre le risque de communiquer à des personnes d'abord évidemment impliquées dans les faits, ce qui n'est pas toujours évident de savoir au début d'un dossier, et des tiers qui plus est qui peuvent avoir des intérêts divergents avec le client. Donc là encore, prudence, il faut y aller pas à pas. Alors, un autre aspect intéressant, dans quel cas un avocat peut-il être délié du secret professionnel? Alors plusieurs cas possibles. D'abord, s'il est évidemment lui-même je dirais, concerné par l'infraction pénale. Malheureusement, ça peut arriver. En tout cas, si lui-même a commis une infraction pénale ou s'est rendu complice d'une infraction pénale, évidemment, il ne peut pas opposer le secret professionnel. Il est délié du secret professionnel également pour l'exercice des droits de la défense, de sa propre défense, si sa responsabilité était recherchée au plan civil ou au plan pénal. Ensuite, il y a évidemment les obligations qui découlent du Code monétaire et financier. Donc, c'est TRACFIN, c'est l'obligation de déclarer, alors pas dans l'exercice des droits de la défense ou lorsqu'il a une mission de représentation en justice, mais dans tous les autres cas de constitution de société, opérations, transactions immobilières, Les etc. déclarations de Une soupçon, c'est ça? déclaration de soupçon, effectivement, que l'avocat fait à son bâtonnier, qui ensuite décide s'il transmet à la cellule TRACFIN. Et enfin, en cas de risque de commission ou d'aggravation d'une infraction pénale susceptible de porter atteinte aux personnes, c'est-à-dire physiquement, violence, enlèvement, violence sexuelle, l'avocat est délié du secret professionnel également. Est-ce qu'il y a un moyen de concilier à la fois le respect du secret professionnel que vous venez d'évoquer et la nécessité de communiquer certaines informations pour défendre son client? Oui, alors, les principes de prudence qui doivent s'appliquer à l'avocat, c'est d'abord de déterminer précisément quels tiers, quels proches ont vraiment un rôle à jouer dans le cadre de l'élaboration de la stratégie de défense du client. Et ça, c'est important de le documenter un minimum. Il faut être capable de pouvoir rapporter la preuve et de justifier pour quelles raisons l'avocat a enfreint le secret professionnel, le principe du secret professionnel auprès de telle ou telle personne. Ensuite, il doit évidemment attirer l'attention des tiers en question sur le nécessaire respect du secret professionnel pour éviter que les tiers ne divulguent des informations couvertes par le secret professionnel, le secret de l'instruction, le secret de l'enquête. Et donc, l'avocat, je pense, doit vraiment s'assurer, si possible par écrit, de ce qu'il a bien communiqué ces informations d'abord à son client, mais également aux tiers qui sont susceptibles d'intervenir pour les besoins de l'exercice de la défense du client. Alors, on voit beaucoup d'avocats en matière pénale s'exprimer devant les médias. C'est parfois délicat de mettre le bon curseur pour bien protéger son client et ne pas enfreindre le secret professionnel. Tout à fait, c'est un exercice d'équilibriste que certains réussissent avec plus ou moins de talent, mais l'exercice est compliqué et on sait que parfois en matière pénale, le levier médiatique est utilisé à tort ou à raison pour parfois essayer de faire bouger un petit peu les lignes, en tout cas de débloquer des situations procédurales un peu compliquées avec des délais longs, etc. Et donc l'avocat, dans l'exercice des droits de la défense, parfois a recours effectivement à des communications médiatiques, mais il doit le faire avec une extrême prudence et vigilance, parce qu'il n'est pas à l'abri non seulement de poursuites pénales, mais également de poursuites disciplinaires, pouvant aller jusqu'à la radiation.
Donc, la vigilance est de mise. Merci Juliette Schweblin. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Jensen et Schweblin, également vice-présidente de la commission règles et usages du CNB. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler des données qui peuvent être collectées par un recruteur. On va parler des juristes de la French Tech avec mon invité Lucille Borgne, Head of Marketing chez Tomorrow. Lucille, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons faire le point sur les juristes de la French Tech à l'aune de l'étude que vous avez menée. Quelle est la place des juristes de la tech dans l'entreprise ? Alors, les juristes de la French Tech sont progressivement reconnus comme des acteurs stratégiques au sein de leurs entreprises, même si leur place reste limitée comparée à d'autres fonctions, comme par exemple la finance ou les RH. Après, il y a une nette amélioration comparée à l'année dernière sur les juristes siégeant au comité de direction. Donc, on est à 42% cette année. C'est 7 points de plus que l'année dernière. En revanche, la présence au board, elle reste limitée. Donc, on est à 35% environ. Ensuite, c'est assez intéressant de regarder leur rattachement hiérarchique. Cette année, 42% uniquement des juristes de la French Tech sont rattachés directement au CEO. Donc, c'est un chiffre qui est en baisse depuis ces 2 dernières années. Et ça, c'est au profit d'un rattachement au CFO. Et là, ce qui est intéressant, c'est de regarder, de comparer à d'autres pays, comme par exemple les États-Unis, où 81% des directeurs juridiques sont rattachés au CEO. Et ça montre vraiment une différence de perception de la fonction, où en France, c'est encore vu comme une fonction experte technique, tandis qu'aux États-Unis, c'est plutôt perçu comme une fonction stratégique et business. Alors, vous l'avez dit, les juristes de la tech sont très peu présents au board, mais est-ce qu'ils ont quand même un rôle dans les décisions stratégiques de leur entreprise ? Oui, alors en effet, ils doivent encore renforcer leur influence dans les décisions stratégiques et il y a du progrès à faire. Ils doivent aussi casser certains clichés, comme par exemple celui d'être vus comme des empêcheurs de tourner en rond. Et ils doivent passer d'une fonction qui est perçue comme support, comme je l'ai dit, à un rôle de leader au sein des entreprises. Et là, leur objectif, ça va être de mieux comprendre les attentes du board, justement, d'anticiper les risques. Donc, c'est là où ils peuvent vraiment jouer un rôle sur les décisions stratégiques et donc guider le choix des leaders sur ces décisions stratégiques au sein des entreprises. Et ça, justement, les juristes de la French Tech ont bien compris qu'ils devaient renforcer ce positionnement et ils comptent bien, et ça c'est beaucoup ressorti dans l'étude, se former en leadership, notamment via du mentoring ou via des formations, par exemple sur la prise de parole. C'est des choses que vous voyez déjà actuellement ? Oui. Cette étude, elle a été faite en collaboration avec Fed Legal et Encolo qui justement fait du mentoring auprès des directions juridiques et dans plusieurs réponses qui ont été données dans l'étude, on montre qu'il y a vraiment une volonté des juristes et des directeurs juridiques de se former et de devenir des leaders au sein de l'entreprise. Quel est le degré de maturité des juristes de la tech en matière de transformation numérique ? Ils avancent d'année en année sur leur digitalisation. Dans l'étude, cette année, 75% des juristes estiment leur niveau de digitalisation comme correct ou avancé. Et les outils qu'ils implémentent, ça va par exemple être des outils de gestion des contrats, donc des CLM. Donc on a 60% qui ont déjà mis en place un CLM ou qui sont en phase d'implémentation. Et là, c'est 10% de plus que l'étude, 10 points de plus de l'étude qui a été menée par l'AFJE l'année dernière, où il y avait 50%. Donc, c'est une étude globale qui a été faite sur tous les juristes. Donc, il y a une vraie tendance de fond sur ce sujet. Oui, et justement, ça les aide c'est au cœur de leurs priorités pour gagner du temps sur les tâches qui peuvent être automatisables, de mieux gérer les risques et aussi d'autonomiser les équipes opérationnelles. Alors, vous avez évoqué une de leurs priorités. Quelles sont les autres priorités des juristes de la French Tech ? Alors, il y a plusieurs priorités. Dans l'étude, on a tout un chapitre qui est dédié à l'intelligence artificielle.
71% des juristes utilisent l'IA générative au quotidien et près de la moitié l'utilisent quotidiennement. Donc il y a une vraie tendance Ouais. de fond à l'utilisation de l'intelligence artificielle ces dernières années. C'est ça. Et l'utilisation aujourd'hui, elle va être plutôt centrée sur de la rédaction de clauses, par exemple, la recherche juridique ou de l'automatisation de tâches répétitives. Après, cette utilisation, elle reste quand même assez simple et nous, on pense que le potentiel est encore sous-exploité. Pourquoi? Ça peut être utilisé beaucoup plus profondément, par exemple, sur l'utilisation de la donnée, par exemple sur les contrats, pour gagner tout simplement du temps et également utiliser cette donnée derrière, par exemple, pour la gestion des risques, etc. Est-ce qu'il y a d'autres enseignements de l'étude? Oui, alors j'en ai parlé, le renforcement en leadership. Donc là, ça va être pour s'imposer comme des leaders stratégiques. Et justement, l'IA, en automatisant les tâches à faible valeur ajoutée, elle va permettre de libérer le potentiel des juristes pour pouvoir se concentrer sur les tâches plus stratégiques. Ensuite, il y a aussi l'optimisation des ressources. Donc, il y a encore cette année des contraintes budgétaires auxquelles les juristes doivent faire face. Et le dernier point, j'en ai parlé, c'est l'intégration de l'IA dans les processus. Est-ce qu'on a aussi une idée du regard des autres directions par rapport aux juristes de la French Tech? Comme je vous l'ai dit, ça dépend évidemment des entreprises, mais il ne faut plus que les juristes soient vus comme une barrière, mais justement comme des leaders au sein des entreprises. Et ça commence à évoluer de plus en plus. Donc vous le dites, c'est aussi ce travail de mentorat, de formation, de développement de compétences Exactement. qui va faire que le rôle des juristes va changer et peut-être être mieux accepté par d'autres directions au sein de l'entreprise? Oui, c'est ça. Et comme par exemple le fait qu'ils soient non plus rattachés à la finance, mais directement au CEO. Et donc il y a une vraie transformation culturelle qui doit s'opérer pour que justement les juristes ne soient plus uniquement perçus comme des experts techniques, mais également comme des partenaires stratégiques dans l'entreprise. Alors, est-ce qu'il y a aussi un développement, on parlait de développement des compétences, est-ce qu'on sait quelles sont les compétences clés des juristes de la tech? Précisément sur la tech, aujourd'hui, les juristes on recherche plutôt des juristes généralistes plutôt que spécialistes pour pouvoir gérer une multitude de sujets au sein des entreprises. Et ça, c'est ce qui ressort particulièrement sur les juristes de la French Tech. On va conclure là-dessus. Merci Lucille Borgne. Je rappelle que vous êtes Head of Marketing au sein de Tomorrow. Merci de votre fidélité. C'est la fin de cette émission. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change pour un nouveau numéro de Lex Inside.